Bonjour. Donc voilà, Carole, Monica Carriera, et je viens donc du Rwanda. Je ferai l'effort de ne pas parler trop vite pour la traduction. Euh, voilà, comme l'a dit Sophie, je suis artiste des arts de la scène, théâtre, musique, aussi cinéma et activiste au niveau du Rwanda. Alors, de la même façon, je pense toujours d'introduire un peu le travail et un peu le sujet ici. Ce serait peut-être avec un tout petit texte qui fait l'introduction d'un spectacle qu'on a créé avec une actrice algérienne et une comédienne congolaise qui s'appelle Blind Spot. Vous voyez ce que c'est le blind spot? C'est l'angle mort. Voilà. Donc le début du texte dit ceci. La première fois qu'elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas, c'est lorsqu'elle vit quelqu'un changer de trottoir en la voyant arriver. Elle pensait à une coïncidence. Puis cela se reproduisit. Alors elle décida d'observer ceux qui l'entouraient. Un jour, dans son bus, une femme, assise 3 sièges plus loin, déplaça son sac lorsqu'elle la vit arriver. Elle ne comprit vraiment pas pourquoi. Mais après la troisième ou la quatrième fois que quelque chose de ce genre se produisit, elle décida de se regarder dans le miroir. Le miroir avait là des aspects de son visage qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, des nouvelles taches, ça et là, mais quel aspect de son visage poussait les gens à l'éviter? Cela la troublait tellement qu'elle en perdit le sommeil, elle voulait en parler à quelqu'un, mais à qui? Ça, c'est l'introduction de Blind Spot. Blind Spot est un spectacle qui parle du racisme institutionnel, structurel et du privilège blanc. C'est un spectacle qu'on a créé avec le collectif auquel j'appartiens, qui s'appelle Ishio. Ishio signifie le troupeau de vaches. Parce qu'on a la vache, le lait, le miel sont la richesse qu'on souhaite aux autres. Euh, la vache, parce que c'est une référence culturelle. Euh, le troupeau de vaches, il est ouvert, donc les vaches vont et viennent. Et nous sommes 8 femmes à la base de Ishio. 8 parce que le chiffre 8 en Kinyarwanda, Munani, signifie aussi l'héritage et la continuité. Euh, la raison, je voulais préciser d'où je parle à travers l'art, mais aussi le pays et le Kinyarwanda. Euh, parce que le Rwanda est aussi un pays qui a dû repenser, il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près 3 décennies, en 94, son rapport au monde après cette énorme violence que fut le génocide contre les Tutsis du Rwanda en 94. Donc, nous créons Ishio dans cette période où le Rwanda se ferme au monde après cette violence pour essayer de la comprendre. Comprendre ses origines, comprendre ses implications, comprendre sa responsabilité, avant même de rentrer en contact avec le reste du monde. C'est-à-dire que nous est-il arrivé pour que donner l'attention que notre voisin, notre frère, notre père, notre enfant ne soit plus, fasse plus partie de l'humanité. Donc le projet était vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui nous a conduit à ça. Et avec Ishio, surtout, outil dans le Rwanda, c'est une ONG non gouvernementale, de se dire comment est-ce que la culture et les arts peuvent participer à ce projet de reconstruction de l'humain. Donc, quand on commence un projet culturel dans un pays avec énormément d'autres priorités, la santé, la sécurité, la nourriture pour tout le monde, l'éducation pour tous, alors, avec un pays qui est à terre, la question des financements de la culture ne se pose absolument pas du tout. Ce serait presque vulgaire à un endroit de la poser. Donc, on a vraiment réfléchi à vers qui se tourner, d'abord en interne et puis en externe. Et c'est là que tout d'un coup, vous êtes confronté dans l'appel vers dehors à, euh, à ce qui vous précède. Donc, dans l'idée de la transmission, ça nous a aussi heurté, c'est-à-dire que pour entrer en contact avec le monde extérieur, vous commencez à vous demander euh, qui serait d'accord de partager ce projet de reconstruire la culture ou l'humain à partir de la culture et des arts au Rwanda. Donc, vous allez vers des interlocuteurs historiques, la Belgique, l'Allemagne, la France, et vos interlocuteurs parlent un langage que vous comprenez, parce que vous avez appris le français, l'anglais, éventuellement l'allemand, mais comme votre réalité a été très, très
troublé, fracturé et repensé au regard de 94, tout d'un coup, vous ne comprenez pas le langage qu'il parle. Vous êtes heurté par cette perception, un peu comme dans Blind Spot, cette projection qu'ils ont sur votre réalité, sur ce que vous devriez faire. Et tout d'un coup, se révèle toute une série de concepts que vous n'avez jamais envisagés. Euh, et donc, on commence à analyser les paroles de la personne en face. Et donc, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce qu'ils entendent par pays en voie de développement, qu'est-ce qu'ils entendent par, on est passé de sous-développé, tiers-monde à développé. Ensuite, au cours des années, ça fait 20 ans que nous opérons, on entend parler du discours de la coopération, de la relation culturelle internationale, de dialogue interculturel. Et ensuite, on passe par les industries créatives, et ensuite de diversité culturelle, et puis ensuite de inclusion sociale. Et donc, vous avez tout un vocabulaire euh, qui change dans le même langue et qui est accompagné par des mécanismes d'accès au fond, par des processus de sélection et de validation de qu'est-ce qui vaut la peine d'être soutenu, etc. Et donc, c'est petit à petit, ce vocabulaire est compris par des générations différentes, est compris par des disciplines artistiques différentes, par des endroits dans le pays différents, de la capitale au pays frontalier, aux villes frontalières jusqu'à la région, et ça fragmente même votre propre réalité. C'est-à-dire que petit à petit, ce langage de la coopération, petit à petit, rend inaudible même les conversations que vous avez entre vous, ou bien brouille la conversation que vous avez avec vos propres partenaires, ou avec les artistes avec lesquels vous travaillez, ou même avec vos autorités. C'est-à-dire que ce langage-là, quand on rentre dans la sphère de la coopération internationale, parfois divise en interne, parce que au niveau politique, il y a une compréhension des enjeux. Donc, c'était pour dire à quel point parfois cet échange-là, ce n'est pas simplement de l'interne vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, mais le retour de ce discours-là impacte aussi la réalité en interne, divise, rend compétiteurs des anciens partenaires, euh, simplement parce que les gens se battent pour des petits financements, pour un accès à la visibilité, pour un accès à la mobilité, pour un accès à la structuration, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un premier, une, deux, trois, quatre, 20 premières gifles de rencontre avec ce qu'on appelle la coopération quand on est opérateur culturel au Rwanda. Et on a analysé, en fait, avec les femmes de Ishio, ce que ça signifiait pour nous, parce que dans le collectif de Ishio, euh, il y a une juge, il y a une avocate, il y a une journaliste, il y a des professeurs d'université. Et donc, on a chacun regardé à partir de nos réalités l'impact de ces discours-là dans notre champ d'activité professionnelle. Euh, la coopération et la justice au Rwanda. Je ne veux même pas en parler ici. Surtout la justice internationale, c'est une catastrophe. Il a fallu réimaginer des modèles de justice ancrés dans notre réalité, dans notre tradition, pour se sortir d'un imbroglio, d'une situation impossible après génocide, à cause du carcan international. Ça, ce n'est qu'un tout petit aspect. Mais c'est vrai que si vous regardez l'éducation, c'est le même schéma, la santé, l'agriculture, enfin, ce qu'on appelle food business, et la culture aussi. Donc, ça nous a vraiment poser questions sur qu'est-ce qu'on fait, nous, les femmes de cet âge-là. Bon, quand on a commencé, on avait 25 ans. Si on décide de s'inscrire dans cette idée de transmission, comment faire, comment rendre audible ou visible euh, ces enjeux de la coopération qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grands que nous? Comment faire en sorte pour les générations suivantes d'artistes, de managers, de chercheurs, qu'il faut que ces concepts-là doivent absolument être, on le dit en rigolant, tropicalisés, pour ne pas dire décolonisés dans un premier temps et africanisés dans un deuxième. Et comment encourager et travailler avec des artistes, des chercheurs et des managers qui auraient envie de s'engager dans un véritable dialogue en résonance, en écoute surtout, avec le contexte et la réalité du continent, avant même d'aller vers l'extérieur. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile parce qu'il est difficile de résister
a envie de faire des partenariats, l'Afrique a envie de faire des partenariats, le Rwanda a même envie de faire des partenariats, a envie en collaboration, en autonomie, mais aussi en interdépendance avec deux régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Et il n'est en aucun cas question d'être séparé de ces régions, contrairement au discours médiatique, politique, international. Nous sommes en complète interdépendance. Euh, et comment est-ce qu'on peut faire dans un avenir relativement proche, faire en sorte d'influer sur ces discours et sur ces narratifs et ces façons de définir la coopération, même entre les pays d'Afrique. Aujourd'hui, si je veux travailler avec le Maroc, je travaille avec une région MENA. Je suis désolée, le Maroc est en Afrique. Si je veux travailler avec, sorry. Si je veux travailler avec d'autres pays nord-africains, on se sépare dans les concepts, dans les lignes de financement, dans les stratégies. Tout est fait pour que l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud et au nord du Sahara se pensent différemment. Or, il existe des projets dans nos régions, que ce soit la East African Community, que ce soit l'Union africaine. Nous avons des projets panafricains qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est comme s'ils étaient aussi toujours liés dans la traduction des possibles coopérations. Euh, et ce sont les choses dont on parle. On parle avec le Rwanda. Le Rwanda, on ne sait pas si on est à l'est, au centre de l'Afrique, ça dépend de quelle organisation on va. C'est assez drôle. Nous sommes à l'équateur, c'est sûr. Mais parfois on est Est, parfois on est Ouest, parfois on est francophonie, parfois on est Commonwealth, parfois on est. On a pris l'habitude de cette flexibilité mentale et des géolocalisations avec laquelle on doit travailler. Mais ce qui est surtout important aussi pour le travail qu'on fait avec Ishio, c'est de travailler à travers des projets artistiques qui révèlent, questionnent et ouvrent le champ des perspectives et des imaginaires pour réimaginer ces relations entre pays d'Afrique, mais aussi avec l'Europe. Comment est-ce qu'en faisant des projets avec des collaborateurs de l'Afrique du Sud, d'Égypte, du Niger, on challenge ces lignes directrices de la coopération? Comment est-ce qu'on challenge les espaces de linguistique qui nous sont imposés? Pour vous donner un exemple, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Small Citizens. On travaille avec l'Ouganda, le Kenya, le Congo, le Burundi, le Rwanda. Au début de ce projet, il nous a fallu 3 jours pour se rendre compte que nous ne devions pas traduire l'anglais au congolais et le français au kenyan, mais que nous parlions tous swahili 3 jours. 3 jours. Pour vous dire un peu l'aliénation dans laquelle on se trouve. On s'est donné rendez-vous au Rwanda 3 jours avant de se rendre compte qu'en fait on parle la même langue. C'était hilarant. C'était hilarant. On était morts de rire en train de se dire, oh mon Dieu, voilà où nous en sommes. La langue swahili est plus ancienne que le français. C'est-à-dire que le travail qui a été fait de nous dire que nous n'appartenons pas aux mêmes espaces culturels, pas aux mêmes réalités sociales, pas aux mêmes réalités économiques, pas financières, mais économiques et réellement au sens politique, a été tellement profond que dans la pratique artistique, ça se révèle tout le temps. Donc le travail qu'on essaie de faire, beaucoup avec Ishio maintenant, c'est pas seulement de faire des productions artistiques, c'est relativement simple, des projets, c'est de regarder, d'observer les processus, les pratiques, et d'en faire des projets artistiques. C'est-à-dire que les processus et l'archivage de ces processus sont pour nous des œuvres en soi, des œuvres pour témoigner de ce que nous voyons, des œuvres pour informer, pour créer des nouvelles archives de coopération pour les prochaines générations aussi, mais elles sont aussi des œuvres qui peuvent parler de toutes les couches comme en géologie, de la relation que nous avons entre nous, mais que nous avons aussi avec le reste du monde. Donc ça, ce sont des challenges que nous observons. Ce sont des challenges même dans les discussions avec des grands organismes financiers comme la ACP, l'Union européenne, même les mécanismes de distribution de fonds, d'évaluation des projets. À tous les endroits, il faut s'asseoir et dire qu'est-ce que nous lisons? Est-ce que nous entendons la même chose? Est-ce que les critères d'évaluation sont des critères qui sont valides, reconnus par la population, ce qui n'exclut pas les opportunités de certaines communautés euh, de ces opportunités-là à cause de la question de langue, de décultivation, de lecture ou même simplement de termes utilisés. C'est un travail très lent et pour lequel beaucoup
de partenaires à la coopération ne sont pas prêts à s'engager, ça prend du temps. Et il est parfois difficile de trouver des partenaires qui ne nous approchent pas avec cette dimension ancestrale et coloniale des mails que nous recevons parfois. Euh, Bonjour, on a un projet européen, euh, on aimerait travailler avec un pays d'Afrique, on peut vous donner 5 000 euros, vous avez 10 jours pour dire si vous êtes d'accord avec ce sujet-là, et c'est très humiliant, c'est très embarrassant pour les personnes qui nous écrivent, et c'est très embarrassant d'y répondre, parce qu'il faut y répondre. Euh, et d'où la personne, je pense, en général, n'est pas malveillante, mais la personne parle à partir d'un système qui conforte son organisation, son pays, euh, et le continent auquel appartient dans cette logique. Je ne sais même plus comment on l'appelle aujourd'hui, mais dans cette logique d'assistance euh, descendante, paternaliste, il faut ne pas aller jusqu'au mépris de la personne en face de soi. Donc il y a un énorme travail de déconstruction à faire de ces mécanismes-là et d'informer surtout la jeune génération d'artistes pour éviter, pour garder l'intégrité, la dignité de l'expression artistique. Euh, et de permettre à des jeunes artistes de rentrer en contact avec leurs œuvres, avec leur personnalité, parce qu'on peut difficilement séparer un artiste de son œuvre, avec son intégrité, sa dignité, en contact avec un public comme ici en Europe, ou en Asie, ou en Australie, etc. Donc c'est un travail long, c'est un travail parfois euh, ingrat, parce que comme toute forme d'activisme, ça prend plus de temps et ce n'est pas rémunéré. Euh, mais c'est un travail auquel on croit fondamentalement, et ce n'est pas de la fierté. J'insiste aussi parce que j'entends souvent que les Rwandais sont fiers. Je dis oui, bah, on est fiers d'être humains au même titre que n'importe qui. Poser la question de la dignité dans la conversation n'est pas de la fierté. Euh, c'est même pas une question d'égalité simplement humaine, c'est une question de dignité humaine et on la place au début, au milieu et à la fin de tout dialogue et de toute conversation qu'on a en général avec des artistes du Rwanda, du Congo, du Burundi, de l'Égypte, de la Norvège, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà, ce sont des choses que j'avais envie de partager. Très ce matin. Merci.